Au fur et à mesure que j'avançais dans le mall, je me montrais de plus en plus hésitant. Toutes mes tentatives d'avancer dans une direction plutôt que dans une autre me paraissaient se solder par un recul de Maya qui me semblait si lointaine que je n'étais presque plus réduit qu'à imaginer sa présence rêvée ou la direction dans laquelle elle se trouvait. Dans mon avancée, je refusais pourtant d'abandonner l'idée que ces salles ne fonctionnaient pas selon un modèle d'évolution défini, car le mall exécrait le hasard, et je n'acceptais pas encore de me résoudre à la fatalité de me voir ainsi enfermé dans cette infinie expansion qui m'écartait tant de Maya que de la sortie, mais aussi du mall lui-même. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Ces réalités entre deux. Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes. Entre nous, entre les quatre yeux du présent et l'imaginaire. Entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé. Entre deux réalités. Épisode 6. Sans retour. Welcome to the mall. T'entends ma mâchoire qui claque? Ah, Soussou. I'm sorry. C'est comme ça. Je m'étais arrêté dans une grande salle de repos, comme il y en avait fréquemment entre deux salles immenses. Ces lieux de repos étaient des salles moyennes, en comparaison aux régions du mall, qui paraissaient être à ciel ouvert, mais elles atteignaient tout de même des proportions de cathédrales, tant par la hauteur de leurs voûtes et de leurs colonnes, que par le vide et religieux silence qui s'y imposait. Y a-t-il des gerboises dans des cages en verre? Les gerboises? Non, y en a pas. Ça se peut que oui, mais au magasin de bricolage plutôt. Ah oui, c'est vrai. Plutôt terrestre. On peut les acheter au rayon poisson rouge. Ah oui, incroyable, c'est vrai. Ils font des mix, des doubles aquariums. Aquarium, terrarium, aquarium en dessous. Terrarium. Ces salles de repos, bien qu'elles eussent chacune un aménagement propre, étaient toujours extrêmement confortables et douillettes. Et au-dessus, terrarium. Dans celle-ci, une épaisse moquette rouge immaculée, comme neuve, recouvrait le sol sur lequel s'empilaient par endroits des montagnes de coussins, d'oreillers, de plaids et de poufs qui étaient à la disposition des voyageurs de passage, des autochtones en quête d'un lieu calme où méditer un instant, ou bien de tous ceux qui cherchaient dans le mall un endroit de silence où s'évader quelque temps. Déjà allé dans les catacombes du mall. C'est mon rêve, raconte-moi. Ah, je sais pas, j'ose pas y aller moi. Dans ces salles de repos, une seule règle était à respecter, celle de conserver le silence. Mais ce n'était pas comme dans un hôpital, un lieu de culte ou une bibliothèque. L'obligation était de n'avoir aucun... Je suis là pour réaliser tous de vos souhaits. L'obligation était de n'avoir aucune activité à proprement parler. Ce n'était... J'aimerais sortir. Possible. C'est impossible. J'aimerais Ce n'était pas non plus un dortoir. voir dehors. On venait pour se reposer des bruits du mall, pour apprécier le calme, J'aimerais mais non pas pour dormir. manger un churros. C'est possible. Ah, Bon, ça va là ? Agacé, je m'étais tourné vers les deux jeunes femmes qui étaient assises contre une colonne de pierre sombre de plusieurs mètres de diamètre. saveur crème au Je me prêtais à leur faire signe de se taire lorsque l'une d'elles prononça cette phrase qui retint toute mon attention. L'extérieur et l'intérieur ne sont qu'une seule et même chose. C'est Le mall. Le mall. Par leurs propos, même si elles en riaient alors ouvertement, je compris qu'elles n'étaient pas de simples habitantes du mall. Alors, transformant mon élan d'énervement en un autre de curiosité, je m'approchai prudemment d'elles et les invitai à me suivre hors de la salle pour déambuler un moment dans le mall, le temps de découvrir quelle était leur manière de construire ces réalités que mon regard d'autre, de celui qui est autre, n'avait su définir. Elles étaient toutes deux artistes. Solène s'était spécialisée dans le dessin réaliste des mains, tandis que Tatiana, d'abord comédienne, s'était faite depuis peu artiste peintre. Et donc pourquoi plus de théâtre? Tu veux plus? C'est pas que je veux plus, c'est que après le Covid, je me suis sentie plus attirée par la peinture parce que c'est vrai que la peinture, tu attends personne pour en faire quoi.
Et le théâtre, bon, t'as quand même besoin d'une cohésion de groupe, t'as besoin d'autres humains pour en faire, quoi. Donc, Du coup, c'est plus... c'est plus solitaire. Ouais, mais plus abordable. Oui, bah, j'ai besoin de personne, là. Ah oui, d'accord, ouais. Je vois. Et toi, Solène, pourquoi tu dessines des mains aussi précisément, autant dans le détail comme ça? Je vois les choses de manière extrêmement détaillée dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est parce que j'ai une bonne vue et que j'ai appris à me servir de cette vue, et du coup je vois les choses avec vraiment beaucoup d'acuité, j'observe beaucoup, et du coup je repère plein d'informations qui me servent pas nécessairement dans la vie, mais c'est des choses que je repère vraiment. Et donc en gros, dans ma recherche du dessin, j'essaye de représenter les choses telles que je les perçois moi, c'est-à-dire jusqu'au plus infime des infimes détails, parce que c'est comme ça que je le vois et que je le perçois, et en plus de ça, je suis capable de le dessiner tel que c'est. Je suis capable de le dessiner tel qu'il est. Et donc il y a vraiment cette recherche d'essayer de donner à voir ce que moi je vois. Et ensuite, dans les mains, il y a pour moi le caractère de quelqu'un. Il y a en fait ce moyen de parler de quelqu'un sans en dire trop de cette personne-là, sans dessiner son visage, parce que le visage, c'est ce qui se présente à moi, c'est ce qui se présente dans sa plus grande évidence. Et en fait, dans les mains, il y a un espèce de relâchement, il y a quelque chose qui fait qu'on met des bagues, certes, et on se fait des manucures, mais la main, elle se relâche bien plus facilement que le visage ne le fait. Et quand on discute avec quelqu'un, ou quand on est mal à l'aise dans une situation, ou quoi que ce soit, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui transparaissent par les mains, alors que le visage, on est entraîné à le façonner, à répondre à nos besoins, quoi. Notre chemin nous conduisit dans une salle d'exposition aux murs entièrement bleus. Sans rien dire, et se regardant d'un œil complice, les deux jeunes femmes se mirent à rire. Sous mon regard interrogateur, et tandis qu'on reprenait notre route pour traverser ces nouveaux méandres de salles et de couloirs bleutés, elles m'expliquèrent que ces lieux leur rappelaient une étrange rencontre qu'elles avaient pu avoir il y a quelque temps, avec un gardien du mall beaucoup plus bavard que la plupart des autres. C'était une rétrospective sur Myriam Khan. On fait les salles, Solène disparaît. Bon, ça m'étonnait pas, il y avait beaucoup trop de cartels. Ce genre d'exposition, c'est toujours des moments très difficiles pour moi. Parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de... Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'infos, il y avait beaucoup de pièces. Choses qui font du bruit. Ah, tu vois, très contemporain. Des vidéos. Ouais, des bouts de plastique accrochés au mur, et t'es genre... c'est trop pour moi, merci. Bon, c'était une bonne expo avec plein de témoignages. Donc, on continue dans l'exposition, puis on quitte cette exposition. Et on avance, et ensuite, du coup, on va à la fameuse exposition qu'on était venu voir. Quand on rentre, il y a une immense salle courbe. Immense, avec plein de peintures très très grandes, très très colorées, collées les unes aux autres, avec des immenses fusains. Il y a une mise en scène en série. Il y a des images très très prenantes, donc on se sépare un peu toutes, puis on se retrouve, et puis on regarde les peintures ensemble. Il y a 3 immenses pièces. Les peintures sont très inspirantes, parfois dures aussi, visuellement. Il y a des scènes de violence, de viol, d'accouchement. Ouais, de noyade. Mais c'est plus que ça, c'est pas du tout... on tombe pas du tout dans une imagerie trash ou gratuite. C'est vraiment des images puissantes, colorées, et en même temps, il y a quelque chose qui donne de l'espoir dans tout ça. Et bon, là, ça fait quand même longtemps qu'on y est, peut-être 1 heure, et puis je me dirige vers la sortie. Et là, dans le creux de l'oreille... Vraiment, en passant, j'entends qu'est-ce que vous en avez pensé de l'exposition? C'était un des agents de sécurité qui me pose la question. Et dans le creux de l'oreille? Pas dans le creux de l'oreille, mais vraiment tout bas, quoi. Parce qu'il y a un silence, quoi, dans l'exposition. C'était discret, puis il se penche un peu. Et puis j'entends ça, je me retourne et je vois qu'il a un air malicieux. Je savais que j'allais bien m'entendre avec lui. Et puis là, on commence à discuter. Je lui parle des images violentes tout de suite, parce que c'est ça qui trouble à première vue. Et là, il m'explique que l'artiste était venu faire une explication à tout le personnel pour qu'il puisse avoir une autre clé de compréhension des images et ne pas être dans une vision trop premier degré, et pour que aussi psychologiquement ça soit pas trop dur, parce qu'il faut savoir qu'ils sont là debout à longueur de journée, exposés à des images vraiment
comment il disait, profane. Ouais. Il disait, dans certaines religions, c'est des images, non, c'est pas profane. Ah oui, c'est ça, c'est une profanation. Mais donc voilà, c'était pour que l'exposition soit bien reçue par les gens qui allaient la vivre tous les jours, quoi. Ouais. Donc il commence à me parler de ça et très vite, il y a un courant qui passe, ça c'est indéniable, et il commence à me raconter la relation qu'ont les tableaux entre eux et il me dit mais c'est pas une exposition, c'est un roman. Et elle a raconté une histoire et des fois elle nous perd, mais si tu regardes bien cette toile et que tu regardes celle-ci, elles se répondent. Et moi j'avais pas du tout remarqué, j'avais même pas remarqué qu'il y avait une scène de noyade, à vrai dire, avant qu'il m'en parle. Et il me dit si tu regardes là-bas, tu vois que l'enfant est sauvé et qu'il y a des mains comme ça qui se répètent et que c'est un sauvetage. Et là ce personnage-là, il est dans une position courbée comme s'il récupérait la mère et l'enfant. Et il y a ce bleu comme ça qui se répète ici, là. Ce personnage qui est en rouge, qui est avec le rouge disparaît, le bleu passe ici. Enfin, c'était un peu... Cosmique. Cosmique, oui. Ouais, exactement. Mais c'était fou parce qu'il nous racontait, enfin en tout cas au début, il nous a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'on venait de regarder, pourtant hyper intensément. Mais cette histoire du tableau avec la noyade, avec l'autre tableau avec l'enfant qui est tenu par des mains et qui sort de l'eau, puis l'autre tableau avec une femme allongée, ça tombait sous le sens une fois qu'on le regardait, mais simplement on l'aurait pas vu s'il nous l'avait pas dit. Et en fait, il avait l'air de nous expliquer que lui, depuis qu'il est petit, il voit les choses comme ça, enfin il fait des liens entre les choses, et du coup, il a l'œil. Et lui, il sait. Et donc il va expliquer aux gens comment c'est, parce que tout le monde n'a pas l'œil. Et donc chez tout le monde, il y a une part d'artiste à l'intérieur, et que c'est cette part-là qui est universelle et qui fait que on arrive à se retrouver. Enfin, vraiment, il nous a transportés. Mais est-ce qu'il vous a dit ça en mode c'est une part d'artiste que vous n'avez pas, à vous qui pour le coup êtes plutôt artiste? Ah non, pas du tout, il n'y avait aucune condescendance ou tentative de se faire mousser plus que... Oui. Mais quand même, il avait l'air d'être fier de lui avoir l'œil, quoi, et de pouvoir nous expliquer ça. Il était quand même content d'être dans ce rôle de je vous agrippe au détour de l'exposition et je vous explique ce qui se passe. J'arrive pas à savoir si ça vous a plu ou si vous vous foutez de sa gueule. Non, c'était un spectacle. Ouais. C'était vraiment une vraie démonstration de réflexion, juste. Enfin, tu sais, de lien, d'idée à idée, genre d'image à idée à image, qui fait penser à ça. Enfin, et en fait, ce qui après s'est révélé, c'est qu'il avait vraiment le lien un peu facile. Enfin, voilà, Tatiana, à un moment, lui montre une peinture qu'elle a faite avec une femme qui est penchée et quelqu'un a une main posée sur son épaule de façon rassurante, et le pull de cette femme est bleu. Et lui, il dit c'est le bleu de l'art. C'est le bleu. C'est le bleu. Et le bleu, c'est le bleu c'est l'espoir. De l'enfant Jésus de Nazareth. C'est genre, c'est le bleu de Dieu, et être rassurant, c'est le rôle du bleu. Et regardez ici, le bleu ici, le bleu ici, le bleu ici. Et bon voilà, il faisait le lien entre le bleu de Tatiana et le bleu de l'expo. Alors qu'au fond, c'est du bleu, et que bon, il y a aussi des moments où on met du bleu, pas juste parce qu'il y a Jésus de Nazareth qui traîne derrière, quoi. T'es sûr de toi ? Ah, je ne sais pas. Quand tu mets le bleu sur un dessin... Ouais, c'est Mais peut-être... est-ce que tu étais consciente quand tu faisais ça ? Que c'était Jésus. Et il nous disait de chasser le hasard de notre esprit. Il nous a dit, chassez le hasard de votre esprit. Je vous dis une chose, chassez le hasard de votre esprit. On était là. Ok, let's go. Ah oui, c'était un show. Ouais. Le môle exécrait le hasard. Un court instant, je laissais les derniers mots de Solène prendre le contre-pied de ce que j'avais jusqu'alors vu de mes déambulations dans le môle, entreprise presque au hasard, mais presque seulement, car les penseurs du môle exécraient le hasard. Le môle devait tenir debout, si bien qu'il n'y avait presque rien de tel au môle, même si l'on en trouvait tout de même un peu, car le môle était tout, et en dehors du môle, il n'y avait rien, strictement rien. Les penseurs, ces architectes du môle, craignaient précisément par-dessus tout le hasard. Ils tenaient à tout maîtriser, à tout normer dans l'architecture de l'édifice. Et pourtant, curiosité de la chose que les habitants du môle avaient fini par arrêter de souligner, il n'y avait précisément pas de plan du môle. Il y avait bien eu quelques tentatives d'en esquisser quelques-uns, comme le navigateur de Pato Pesto, quelqu'un que je vous présenterai très bientôt, avait pu me l'expliquer. Mais le môle était devenu trop complexe,
à la limite du monstrueux, pour qu'on pût seulement envisager d'en tracer les tours et contours. J'avais donc abandonné tout espoir de retrouver mon chemin, de retrouver Maya bien sûr, puisque c'était de mon chemin de vie à parcourir qu'il s'agissait lorsque je me dirigeais vers elle. J'avais donc abandonné tout espoir de m'y retrouver par quelques recherches actives dans le mall, et je m'en étais depuis longtemps remis au sort qu'allait faire jouer pour moi les couloirs. Contre cette exécration du hasard, je m'étais résolu à avancer, guidé par lui, pour voir quelle réponse à ces provocations la pensée du mall pourrait donner comme guide à mes pas. Donc on est sorti de là, on est sorti d'une faille spatio-temporelle. Il était 21h, on était arrivé à 17h. Et entre tout ce qu'on a fait, comme toutes les choses qu'on a vues, entendues, on y a passé des longues heures et on est sorti de là. Waouh, la vraie vie? Ah bon? What? Et vous allez souvent dans des lieux d'expo de la vie du mall comme celui-là? Trop rarement. Et toi? Moi, oui, souvent. Mais ça faisait depuis cet été que j'y étais pas retournée. À vrai dire, cet été, il n'y avait pas d'exposition, mais j'y allais souvent pour aller me prendre en photo au photomaton à côté de la librairie. Et parce qu'il y a un photomaton argentique. Et il y avait un personnage que j'adorais jouer quand j'étais au cours Florent. C'était le personnage de Blanche Dubois, de Un tramway nommé Désir. C'est pas que je suis restée bloquée, mais je lui ai inventé toute une panoplie à ce personnage. Et du coup, cet été, je me disais, je vais prendre mon diadème, ma robe, et puis je vais m'habiller en queen de bal de promo, quoi. Et c'était drôle parce que j'étais un peu la mascotte des gardiens, mais cet été, je voulais faire des photos avec eux, mais bon, je suis pas allée jusque-là. C'était drôle, ouais. Mais t'y allais costumé? Ah oui, j'y allais costume. Maintenant, j'avais un sac dans lequel je mettais tous mes costumes, mais à un moment, je me changeais, et puis à un moment, je me baladais, et les gens pensaient que c'était une performance ou un truc. Parce qu'il y avait un boa aussi. Enfin, j'ai une robe à sequins, un boa, des talons aiguilles, plein de bijoux. C'est baroque. Ouais. Mais il y avait un esprit cet été comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai adoré cet été. Ça offre des possibilités comme ce genre d'activité qu'on n'a jamais le temps de faire au quotidien. Qui a envie de se costumer cet été, il n'y avait personne, il faisait tellement chaud. Ouais. Et t'as fait d'autres choses dans le genre? D'autres choses à la Amélie Poulain, comme ça? Ouais. Là, non, ça me revient pas. T'avais croisé qui à ce moment-là? Beaucoup de manutentionnaires, on peut dire ça. Ouais. Ceux qui s'occupent de la sécurité, ceux qui distribuent des plans. Ouais. Qui vendent, il y a des distributeurs de plans, mais leurs plans sont pas satisfaisants, quoi. Parce qu'il y a tellement d'étages et tellement de couloirs que il est presque illisible, quoi, ce plan. Enfin, dans ce mall, il n'y a pas assez de... Comment on appelle ça? Les escaliers électriques? Ouais, escalator. Oui, il faut le prendre au bon endroit, parce que sinon, on se retrouve en bas d'un étage qu'on n'arrive pas à monter. Et en fait, le temps de retrouver l'escalator, on perd l'endroit. Ouais. Et on peut pas traverser, des fois, pendant Parce qu'il y a longtemps. des demi-étages. Oui, il y a des demi-étages. Il y a des escalators qui montent direct trop haut, et on sait jamais comment redescendre. Enfin... C'est pour ça qu'on se perd? Ça fait partie des raisons pour lesquelles on se perd. Mais qu'est-ce donc que le mall? Un lieu de tous les imaginaires, où l'on peut déambuler dans les Santiago de Marlon Brando, ou sous le diadème de Blanche Dubois. Un monde constitué des imaginaires de chacun, qui se rencontrent pour s'édifier ensemble, en un monument dont les proportions apparaissent rapidement infinies. Bienvenue dans ces réalités entre deux. Et que ce soit par des voyages dans ces dédales ou par le biais de ce podcast, Réalité entre deux. c'est dans ce cumul d'imaginaires particuliers, formant un monde aux proportions rendues infinies par la conjonction de tout ce collectif, que résident toutes les richesses architecturales du mall. Mais tu t'es perdu, non? Tu devais pas aller quelque part et t'as jamais trouvé? Ah oui, je cherchais à aller chez l'esthéticienne parce que justement il faisait très chaud et c'était impossible de rester en pantalon. Donc, et je n'arrivais absolument pas à trouver ce cabinet d'esthétique qui était marqué comme E126 quoi. Et, sur une petite carte, il y avait marqué... Oui, il y avait marqué E26 mais je trouvais pas parce que c'était dans un renfoncement et le mot a plein d'ailes puis qui se sépare en étoiles. Enfin c'est... Et j'ai jamais trouvé ce magasin. C'est comme s'il n'existait pas. J'ai passé beaucoup de temps à marcher et à passer à travers, à longer des magasins d'électroménager qui étaient tout près d'autres magasins, juste à côté d'un magasin d'instruments de musique.
Ce qui est absurde au mall, c'est que les magasins parfois sont pas thématiques, quoi. On peut te vendre une machine à laver ou un violon dans le même magasin, c'est ça qui est aberrant. J'avais vu ça en Serbie, il y avait un magasin qui vendait des fers à repasser et des violons dans le même magasin. Ça m'avait marqué. Et je sais pas pourquoi, le mall, c'est ça, on vend tout et n'importe quoi, mais au même endroit, et dans cet endroit, il y a des sous-endroits qui sont les magasins, et même là, on fait pas de distinction, quoi. Comme si... Il y a un peu de tout et on sait pas trop où le foutre. Ouais. Mais en même temps, tout est au même endroit, puisque tout est dans le mall. Il y a des magasins comme ça, pourtant il y en a des très précis. Il y a des magasins très anciens qui vendent des timbres, des philatélistes. Il y a aussi des magasins de matières premières, quoi, qui vendent que du velours, hein. Enfin des trucs très 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 précis, ou que de la poésie coréenne, quoi. Enfin des trucs vraiment, je sais pas. Mais pourquoi est-ce un mall à la fin? Beaucoup me posent la question, ou me disent qu'ils imaginent le mall, comme le fait Clément dans l'épisode précédent, à la manière d'un grand centre commercial. Pourquoi ce nom de mall pour cette sorte de bibliothèque de Babel? Eh bien c'est un mall, le mall par excellence, parce qu'il est titanesque, démesuré, et parce qu'il réunit les deux conditions impossibles d'un paradis de la consommation. Celle de donner tout à offrir, et celle de ne rien rendre disponible. Celle de prétendre répondre à toutes les demandes, tout en se prétendant être le parachèvement de la plus totale exclusivité. Car au paradis de la consommation, on trouve de tout et en quantité infinie. Mais pour que ce paradis soit un paradis du consommable, précisément, il faut que ces consommations soient à la fois infinies et exclusives. Sans être exclusives, tout le monde en jouirait dans l'abondance, et on serait au paradis tout court. Au contraire, celui de la consommation doit être restreint, achevé, réservé à la jouissance. Une jouissance qui, quant à elle, doit être bien infinie, et une jouissance de ceux qui pourraient épuiser ce consommable en quantité pourtant limitée. Il faut donc que ce soit une jouissance infinie, un consommable limité. Car c'est uniquement cela, en fait, consommer. Mener à son terme un acte de jouissance. Et cette action tendant vers le terme ne saurait être érigée en paradis sans être poussée à son paroxysme, sans que la demande ne cherche à pousser la finitude de ses ressources jusqu'à une jouissance infinie. Finalement, le paradis de la consommation, c'est donc bel et bien l'enfer de ce mall, ce lieu où on a possibilité de trouver de tout en quantité infinie, mais où l'on ne trouvera effectivement jamais rien de ce que l'on pourrait y chercher, car l'abondance de l'offre tendant à épuiser l'infini qui la dévalorise est une demande paradoxale, une demande qui étire la finitude du monde jusqu'à le plonger dans l'absurde. Et c'est dans la création au sein de cet absurde que tous vos imaginaires mis ensemble nous sauvent de nos errances. Vous n'avez pas l'impression que le temps passe différemment quand on est dans le mall? Bah moi j'ai l'impression que quand je cherchais l'esthéticienne, plus je me rapprochais de ce magasin, plus le temps s'étirait, et du coup ça créait une sorte d'angoisse parce que je cherchais pendant des heures et j'avais l'impression que je cherchais pendant des heures, et quand je t'ai retrouvée je t'ai dit que je l'avais cherché pendant 5 heures, mais tu me dis mais pas du tout, c'est quitté une demi-heure. L'espace-temps il change complètement, mais c'est étrange parce que à un moment j'avais l'impression de le trouver, l'endroit, et c'est comme si plus je courais après lui, plus je me rapprochais, plus le temps devenait lent, et du coup ça encourageait à abandonner. Ouais, presque comme s'il fallait pas que t'y ailles, quoi. Le temps qui s'allonge comme ça, c'est une vraie manière d'interroger ton désir, parce que t'as vraiment envie de souffrir. Je parle de l'esthéticienne. Moi j'ai senti ça comme ça en tout cas. T'es quelqu'un d'angoissé généralement ou... Je sais pas. Je pense un peu, quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je pense que... Je sais pas si t'es angoissé, mais un peu tourmenté, quoi. Ouais, disons cela. Ouais, parce que l'angoisse, c'est un truc qui est ouais, je sais pas, qui bloque. Bon, en même temps, on a tous des blocages, mais en tout cas, je te considère pas comme quelqu'un d'angoissé. Ou c'est par phase? Tourmenté. Tourmenté. C'est quoi qui te tourmente et qui fait que t'es une artiste? Tant de choses. Bon, s'il y avait un truc, disons. Waouh. Qu'est-ce qui me tourmente? Mais un truc vraiment comme tout général. Le monde, le temps qui passe. Mais c'est exactement ce que j'allais répondre. Et je pense que à chaque fois, c'est de toute façon une réponse à ça. Enfin. Quand tu me demandes d'invoquer là toutes les
tous les échecs. Tu peins uniquement les échecs? Ah, bonne question. Non, heureusement que non. Tu peins quoi? Alors, je peins beaucoup de portraits. C'est un peu comme Solène, mais c'est des portraits. Enfin, moi, il y a des visages. Solène fait des portraits de mains plutôt, des mouvements de mains. Enfin. Tu peins des personnes en particulier, pour des raisons particulières? Ouais, des amis plus ou moins proches, pas forcément qui sont très très proches, mais qui ont fait quelque chose à un moment donné qui m'a touchée et qui m'ont donné envie de passer du temps avec eux. Les figurer, c'est le moyen d'interroger ma relation avec eux et de savoir si j'aime vraiment cette personne. Et aussi d'interroger ce que j'aime vraiment chez cette personne. Parce qu'un portrait, ça peut durer quelques mois. En tout cas, ça dure toujours plusieurs semaines. Et quand je fais le portrait de quelqu'un, ça m'arrive la majorité du temps de pas y arriver ou de passer à quelqu'un d'autre, de changer d'image ou d'effacer. Et je me pose toujours la question de pourquoi j'y suis pas arrivée. Bon, il y a des problèmes techniques, je suis pas ok avec la composition, mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai pas réussi encore à... Enfin, j'avais pas trouvé le bon endroit de la relation avec cette personne-là. Par exemple, l'autre jour, j'avais commencé une peinture de Solène qui tient un citron, et je l'ai effacée. Et je me suis dit, quelque chose où je suis pas prête à peindre Solène, peut-être que j'ai pas envie de la peindre nue, puisqu'elle était nue. Et peut-être que ma relation avec elle incite à la figurer dans une autre scène. Peut-être que cette scène est beaucoup trop banale. Peut-être qu'en fait, il faudrait que je fasse un portrait d'elle plus sobre ou plus... autre chose en tout cas. Et ouais, je pense que c'est pour ça que j'aime bien faire des portraits. C'est qu'une fois qu'il y a un portrait qui me satisfait, c'est comme si ça confirmait à tout jamais la relation que j'avais avec cette personne et que je savais pourquoi je l'aimais. C'était un grand tableau de Solène qui prend le soleil et elle tient un citron comme ça à table. Et du coup, je l'ai mis en scène et je crois qu'on sentait trop la mise en scène justement. Et du coup, il y a quelque chose qui marchait pas parce que la manière dont je l'ai dirigée, je l'ai fait poser et était trop articulée. Et du coup, je sais que j'ai besoin de l'image de Solène dans quelque chose qui est en corrélation avec la relation que j'ai avec elle. Enfin, quelque chose de plus naturel, quoi. Et non, c'est étrange, la peinture, pourquoi on commence un tableau, c'est... Moi, je marche par épiphanie, il y a quelque chose qui m'apparaît, d'un coup, et quand on se force, ça marche jamais trop. Dès qu'on commence à se poser trop de questions, là, ça commence à être... J'ai besoin que, pour légitimer l'image, que ça soit quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps. Et que j'ai eu le temps de digérer et d'en parler à d'autres gens. Il y avait un portrait que j'avais commencé d'un ami, je l'ai laissé de côté pendant 2 ans. Et d'un coup, comme ça apparaît, et puis le travail, ça va très vite. C'est pas ça qui est long quand on crée. Enfin, dans les images que je crée, ça offre une légitimité. C'est comme si le fait de noter l'idée dans le carnet et que se passent des mois ou des années, et de revenir à cette idée et de se dire... Ah oui, si elle m'intéresse toujours, si elle m'appelle toujours, c'est que c'est bon. C'est trop marrant parce que moi, j'ai pas du tout besoin de temps entre le moment du vécu et de l'épiphanie, parce que ça fonctionne aussi comme ça. Mais je peux prendre une photo et commencer le dessin 1 semaine après ou 2 jours après. Enfin bon, il n'y a pas de limite là-dessus. Mais par contre, le temps que je vais passer à faire le dessin, je crois que c'est ça qui va, moi, m'apporter la légitimité à l'objet que je crée. Enfin, j'ai pas besoin d'y passer nécessairement plein d'heures, c'est pas une question de quantification, de quantité de temps passé, mais en tout cas, l'intensité que je mets dans le temps que je passe à fabriquer cette image et à révéler cette image, c'est le temps qui ensuite me sert à me sentir, à sentir que j'ai vécu le truc, quoi. Voilà, genre c'est bon, c'est fait. J'en suis sûre parce que j'y ai accordé suffisamment de temps. Et en fait, toi, ce temps, il est avant. Oui. Avant le démarrage et c'est ça qui est un peu angoissant dans ma pratique. C'est que c'est pas du temps de travail. C'est pas du temps de travail à l'état pratique, pur, quoi. Ouais. Parce que plus il y a de temps, plus je suis sûre
moins ça prend de temps en fait. Ouais. Ouais. Oui, c'est marrant. Mais parce que aussi la manière de peindre, elle est très différente d'un tableau à l'autre. Je suis pas très protocolaire, quoi. Il y a pas de, je sais pas comment un tableau va finir, va commencer et va finir. Il y a pas d'étape. Ouais. Il y a pas d'étape connue à l'avance, quoi. Ça va se. Ouais. Alors que moi, j'ai un protocole. Oui, c'était Mais protocolaire. moi, ça commence, je place le dessin, Oui. puis ensuite je monte couleur par couleur, et à force d'en faire, je sais par quelle couleur il faut que je commence plutôt que d'autres. Je connais de mieux en mieux mes pigments, enfin mes crayons en tout cas. Je sais quand ça commence et je sais quand ça finit. Quand il est fini, le dessin, c'est clair, quoi. Il y a pas de, enfin, je peux pas le retoucher. Le bois est saturé, quoi. J'ai déjà appuyé hyper fort et donc je peux pas en rajouter. Donc voilà, c'est la fin, quoi. Et moi, les limites, elles sont super claires. C'est marrant, je trouve que c'est un confort que j'ai dans le dessin qu'il n'y a pas dans la peinture. Parce que tu peux constamment retoucher la peinture et du coup, tu t'arrêtes jamais. Tu sais jamais quand c'est fini. Et puis comme la peinture, elle a cette manière de réagir un peu surprenante parfois selon les mélanges que tu fais, selon beaucoup de choses différentes. Il y a plein de moments où tu te dis c'est super comme ça, je devrais le laisser comme ça. Et donc t'es constamment face à ce truc de « Ah mais ça rend bien, mais non je vais continuer, mince j'aurais pas dû continuer, en fait finalement c'est moins bien, je vais continuer quand même, et ah non, ou c'est génial, je vais le laisser comme ça » et tu rajoutes un truc et en fait c'est sans fin. Et dans le dessin il y a pas ça. Enfin avec le pastel il y a un peu ça, mais quand même moins que la peinture. Et dans le dessin au crayon de couleur pas du tout, quoi, c'est clair, c'est l'usine, quoi. Genre ça commence... Mais par toi, là, t'as un côté et, ouvrier. Ah ouais, tu trouves? Ah oui. Ouvrier du dessin. Ah ouais. Mais c'est beau. J'ai un côté ouvrier, j'adore. Artisan. Ouais. Donc tout à l'heure on disait que Tatiana, t'étais plutôt tourmentée que angoissée. Et toi Solène, tu dirais que t'as des phases comme ça aussi d'angoisse, de tourment qui te permettent de créer? Oui, mais un peu, moi, je peux avoir des phases d'angoisse où, voilà, ça existe, c'est pas... Enfin, j'ai ça aussi, mais c'est pas un trait de caractère qui revient tout le temps et qui est un peu de temps en temps, ça vient et t'es genre « Ah, mon Dieu, je suis de Nazareth !» Non, mais parce que ce qu'on t'a pas dit, c'est que la personne qu'on a rencontrée tout à l'heure et qui nous racontait ces histoires de bleu et qui nous parlait de ces images qui étaient très dures et tout ça, dans les liens qu'il faisait entre les différentes choses dont il nous parlait, il nous disait regardez ce dessin là-haut, et donc c'était un visage avec un nez jaune et le reste du visage était coloré différemment. Et il nous disait cherchez, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde entier. Et donc on se met à chercher parce qu'on sait pas de qui il nous parle et tout. Et il nous dit c'est un adjectif. Et il se touche le nez comme ça, il se frotte le nez. Et donc on est là, ok, nez. Et ensuite il se met les doigts dans le nez comme ça et il dit ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Donc on lui dit narine, mais c'est trop bizarre. Et après il nous dit narine, oui, mais techniquement ça s'appelle les fosses nasales. Fosses nasales, si tu remplaces le L par le R, ça fait Nazare. Et Nazare, c'est qui? Jésus de Nazareth. Et on était là. Waouh! Tant de choses dans un dessin, c'était énorme. C'était du sophisme. Ouais, c'était vraiment... J'ai décidé qu'il y avait un A là-bas, j'ai décidé qu'il y avait un B là-bas, et ça plus ça va être égal à C, et je l'ai décidé aussi. Voilà. C'était vraiment ces théories. Et il nous emmenait dedans comme ça. Et nous, on se laissait glisser avec plaisir parce que il avait tellement d'imagination. Enfin, en tout cas. Qu'est-ce qu'il vous disait d'autre comme ça? Enfin, il faisait quoi d'autre comme Il y avait beaucoup d'histoires avec le bleu, avec le rôle du bleu, qui a un rôle d'être rassurant, réconfortant. Avec le jaune. Ouais. Parce qu'il y avait des images où il y avait deux visages, un bleu et un rouge. Dans l'image d'après, il y avait des silhouettes rouges debout avec des taches jaunes. Dans l'image d'encore après, il y avait juste comme un bras rouge qui sort de la page et le visage bleu qui baisse la tête comme s'il se prenait un coup. Et avec cette tache jaune qui part de ce bras rouge et qui en fait chasse la tête bleue. Et il nous disait en fait... Tu crois que c'est un bras, mais tu crois que c'est un bras, mais c'est le pénis. Et cette tache jaune, c'est le spermatozoïde. Enfin, c'est le sperme qui vient et c'est l'obscurité. Il nous parlait beaucoup d'obscurité aussi, de lumière. Et donc, il nous dit ça et il nous dit
parce que le moment de l'ovulation, avec le spermatozoïde et l'ovule, c'est un moment qui est invisible à l'œil nu. Et donc l'artiste veut nous faire voir ça. Parce que le vagin de la femme, c'est sacré, et c'est un endroit dans lequel on passe. Et il tendait vraiment son bras comme ça, en nous disant ça. Et donc on était là, oh là là, oui, oh bah dis donc, ça alors. Hein. Mais à un moment, j'ai voulu entrer dans son jeu, et j'avais envie de lui dire... j'avais quelque chose à apporter à tous les liens qu'il faisait, et il n'a pas été d'accord avec moi, alors j'étais un peu déçue. En gros, il y avait sur tout le mur gigantesque de gauche, il y avait les dessins avec la tête rouge, la tête bleue, le jaune, le bras, etc. Et il y avait quand même du bleu récurrent. Ensuite, il y avait une zone où il y avait que des dessins en noir et blanc, et tout au bout de ce mur, il y avait, pour moi, mon dessin préféré, c'était un grand format, un grand papier, avec une sorte de silhouette de maison, et avec à l'intérieur, rempli de bleu, mais un bleu outre-mer, un bleu clin très fort, très beau, intense. Et tout autour de la maison, c'est noir. Mais du coup, il y a comme une lueur qui sort de la maison. Et c'est un des seuls tableaux, enfin un des seuls dessins sur lequel il n'y a pas de personne, il n'y a pas de présence humaine. Et donc pour moi ça m'a fait une respiration parce que j'ai vu ça et je me suis dit oh ouf, un endroit où ça a l'air d'être la paix, un peu paisible quoi. Et lui il nous parlait de ce mur justement en nous disant qu'il y avait une notion de mouvement et qu'il y avait une notion de traversée de tunnels, de traversée de... Quatre personnages qui devaient atteindre quelque chose qui était derrière un cours rouge. Et donc, il nous parlait de la mer Rouge et qu'il fallait traverser la mer Rouge. Et donc, je lui disais, ah oui, mais ce bleu-là, c'est le bleu qui traverse le tunnel et qui ressort par la maison là-bas. Et pour moi, ça avait du sens. J'étais complètement un pied dans sa réalité, un pied dans la mienne. Et il était là, non. Il m'a dit genre non, pas vraiment. Il a pas été d'accord avec moi. Et là j'étais un peu triste parce que je me disais je croyais qu'on se comprenait bien et en fait je sentais que j'avais pas tant le pied dans sa réalité, qu'elle était vraiment à lui quoi, et que on pouvait vraiment pas du tout interférer dedans quoi. On pouvait simplement la recevoir et puis la transmettre comme on le fait maintenant, mais en aucun cas on avait une part d'action dans cette réalité. C'était fou. Il ressemblait à quoi ce gars ? Il ressemblait à un homme noir avec des lunettes, pas très grand, assez souriant et amusé. Souvent il rigolait mais il se retenait un peu de rire. C'était un peu encore plus drôle parce que tu le vois qui se marre mais il essaye de pas rire, il est malicieux, ouais, il était malicieux. Mais une malice plaisante quoi, qui semblait pas malsaine ni rien. Ouais, enfantin presque. Ouais, c'était un raconteur d'histoire quoi, un raconteur de saucisses. Et donc il y en a plein des comme ça, des gardiens. D'ailleurs j'aime bien le terme gardien. Ouais. Gardien de môle. Ouais. Pour moi je les vois comme des anges, comme s'ils étaient des anges gardiens. Et eux ils voient tout, ce qu'ils voient passer constamment, ouais. Ils regardent, ils voient passer les gens. C'est dans un état de méditation permanente. Et c'est pour ça que lui il s'est mis à faire des liens comme ça aussi, parce qu'il est tout le temps face à la réaction des gens, mais tout le temps face à ces images qui provoquent des réactions. Et du coup il est obligé de se mettre à réfléchir, sinon il s'endort ou je sais pas, il disparaît quoi. Mais c'est une manière de prendre part à ce qui se passe autour de lui, que d'y mettre la réflexion, de faire des liens, d'aller chercher des justifications. Et il analyse, il décortique. Et ils sortent jamais de là, les gardiens ? C'est vrai qu'ils ont l'air de jamais sortir. Ouais. Ils sont tout le temps dans la même salle ? Ouais, ils sont tout le temps dans la même salle parce que il nous parlait d'une peinture qui était dans l'autre salle et il pouvait pas sortir de sa salle pour nous la montrer. Il pouvait pas nous faire déambuler dans les pièces parce que il avait pas le droit de quitter son coin en fait. Et d'ailleurs, je pense que tous les liens qu'il faisait, c'était les liens qu'il avait fait depuis ce coin uniquement de ces pièces avec les dessins, parce qu'en fait, il ne voit que ça. Il voit que cet angle de vue. Et donc, il nous parlait des peintures qu'il voyait dans cet angle de vue précisément. Et donc, c'était hyper riche à cet endroit-là, mais pour le reste, on n'en saura jamais rien, quoi. Les gardiens du môle étaient des personnages discrets. Presque invisibles, ils étaient répartis en différentes classes dont les missions différaient peu, puisqu'elles consistaient toutes à leur manière en la surveillance du môle. Parmi eux se trouvaient des guetteurs, bien sûr, dont j'avais fait partie pendant un temps, mais également des pilotes, comme Cyprien, plus rares, choisis avec soin parmi les meilleurs,
et dont les missions de surveillance couvraient de larges régions en demandant d'agiles passages en volant de salle en salle. Mais la catégorie la plus répandue de ces gardiens était composée de ceux qui, à la manière de cet homme croisé par Solène et Tatiana, se rendaient habituellement presque insoupçonnables dans les coins de salle qu'ils ne quittaient jamais. Chargés de s'assurer du calme des lieux, que la paix règne et que les règles de la région ou de la salle où l'on se trouvait soient respectées, ces gardiens du môle recevaient un apprentissage d'une grande précision, amplifiant certaines qualités naturelles peu répandues et cruciales pour la fonction. Leur vue perçante leur permettait de scruter les moindres recoins des lieux qu'ils surveillaient, tandis qu'une force sûre leur permettrait de combattre ceux qui défieraient leur autorité. Mais l'engagement sans faillir dans ces affrontements demandait une forme d'ardeur, de tempérament vif et bouillonnant, capable de mobiliser leur colère pour servir les besoins de leur force au combat. D'un autre côté, ces gardiens ne faisaient pas moins preuve d'une immense douceur, d'une bienveillance et d'un calme que rares étaient les habitants du môle à égaler. Car s'ils pouvaient se montrer féroces contre des dissidents de leur région, ils faisaient immanquablement preuve d'une grande douceur avec ceux qu'ils reconnaissaient suivant les préceptes de leur lieu. Ce doublon exceptionnel de douceur et de force était un caractère propre aux gardiens, au point que la prédisposition à celui-ci faisait partie des critères de recrutement. Outre leur ardeur impétueuse, on admettait ainsi d'eux un naturel philosophe, car selon leurs lois, les gardiens distinguaient les membres de leur région de leurs ennemis par la reconnaissance de l'un ou l'ignorance de l'autre. Et comme cette tendance à connaître ou reconnaître ce qui était propre à sa région du môle était la caractéristique des penseurs, désireux de connaître le môle, on disait donc des gardiens qu'ils ressemblaient aux penseurs. Car effectivement, c'était avant tout selon la connaissance qu'ils en avaient qu'ils distinguaient l'ami de l'ennemi. L'étranger leur inspirait la méfiance, car ils attendaient de lui qu'il ne respectât pas la loi parce qu'il ne la connut peut-être pas, ou pire encore, parce qu'il voulut continuer de vivre selon une loi tout autre qu'il l'eût apportée de ses propres régions très lointaines. Il fallait donc bien que les gardiens fussent un peu philosophes, à l'œil intérieur affûté, pour faire la différence chez l'étranger entre l'originalité de l'un des leurs, comme une nouveauté apportée par un penseur, et la folie d'un danger. Et bien souvent, la frontière entre les deux était mince. Il fallait que les gardiens fussent un peu penseurs, car tendre à connaître en apportant de la nouveauté était le propre des penseurs du môle, qui cherchaient à donner des connaissances de ce que le môle était dans les constances de toutes ces nouveautés. On remarquait très rarement ces gardiens au tempérament philosophe, ces hommes ou ces femmes remplis d'ardeur impétueuse, prompts et forts. La plupart du temps, ils se tenaient dans un coin de pièce et observaient en silence, cherchant à se fondre dans le môle où les temps longs de paix les entraînaient si facilement à s'abîmer. Il n'y a pas de moyen de transport dans le môle. On fait tout à pied. Mais du coup, il faut marcher longtemps parfois. Il y a des petits trains là. Là, les petits trains, ouais, petites locomotives. Les petites locomotives. Mais elles vont jamais très loin. Elles vont pas très loin. Elles balisent un terrain hyper... c'est un peu l'arnaque. En fait, tu tournes en rond. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant, le fait que les gens aient décidé de plus chercher quelque chose dans le môle et que, bon, en gros, ils se mettent quelque part et ils se débrouillent avec ce qu'ils trouvent. Donc, s'ils sont à côté du magasin avec les aspirateurs et les violons, bon, bah voilà, ce sera des gens qui passeront l'aspirateur et qui feront du violon probablement dans cette zone-là parce que c'est ce qu'ils ont sous la main, quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que je pense qu'il n'y a pas tant d'aventuriers dans le môle. C'est plutôt ça se sédentarise, quoi. Ouais. Très rapidement. Ça se sédentarise parce que dès que tu essayes de partir, souvent tu tournes en rond, tu reviens, t'as pas grand chose à raconter. Il faut vraiment partir longtemps, il faut avoir l'audace de partir longtemps pour peut-être ramener quelque chose d'intéressant, de la connaissance du môle. Nous aussi, on a peur de se perdre parce que le môle il est tellement en construction qu'on pourrait repasser par un autre chemin. Ouais. Et que le chemin qu'on avait emprunté initialement soit bouché. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des endroits qui se bouchent, mine de rien. Ouais. Et vous vous êtes promené ou vous êtes resté dans une région qui vous convenait ? Enfin, vous avez voyagé, je veux dire, ou vous êtes resté dans un endroit où il y avait tout ce qu'il vous fallait ? Il n'y a jamais tout ce qu'il nous faut, nous. On déambule tout le temps. On adore on adore flâner. Mais on flâne tranquillement, tu vois, en promenade. Parce que je pense on s'attend pas... on n'attend rien du môle. On va pas chercher quelque chose, mais on se laisse transporter par ce qu'on y rencontre, comme ce gardien.
Et finalement, ça nous fait comprendre plein de choses. Et justement, le fait de se balader comme ça nous permet d'être hyper disponible à ce qui se passe aux alentours et de permettre ces rencontres. Parce que quand on cherche quelque chose, on essaye d'avancer ou voilà. Et en fait, on n'a pas le temps de parler au gardien. Alors que là, il t'a chuchoté dans l'oreille et on s'est arrêté et on l'a écouté. Et donc, c'est comme ça qu'on aime bien déambuler dans le mall. Doucement, quoi. Et on était tombé par ça aussi sur un lecteur. Ouais, c'est vrai. Lecteur qui lisait un livre qu'on aime beaucoup, le fragment d'un discours amoureux. Et je l'ai surpris en train de lire le chapitre sur l'orange, un de mes chapitres préférés. Et du coup, je lui ai tout de suite dit « Ah, mais t'es en train de lire mon chapitre préféré ?» Et il m'a demandé de lui expliquer en quoi consistait ce chapitre avant qu'il le lise. Je sais pas si on peut dire que c'est un chapitre sur la jalousie, mais c'est le fait de... Comment il a appelé ce chapitre ? Je me souviens plus, mais c'est le fait de, par exemple, offrir une orange à l'être aimé et que l'être aimé, de manière complètement naïve, l'offre à quelqu'un d'autre. C'est le fait de voir un objet transiter. Ouais, alors qu'on y avait mis tant de il était tellement chargé émotionnellement, oui. et l'autre partage l'orange avec un quartier qui va circuler. Et c'est un peu comme si on nous coupait le cœur, quoi. T'offres ton orange et on la partage. Et mais elle n'était que pour toi. Elle n'était que pour toi et tu la donnes en pâture à des inconnus. Et donc c'était drôle parce qu'il avait l'air d'être très concentré dans son livre. Il avait un crayon avec lui et tout. Et pourtant c'était très agité autour de nous. Donc c'était étonnant de le voir lire. Et quand on s'est mis à lui parler et tout ça, il disait qu'il en avait parlé à un de ses amis, mais qu'il avait eu beaucoup de mal à lui résumer, alors qu'il a envie de souligner toutes les phrases. Et donc, je pense que c'est parce qu'il avait du mal à prendre de la distance encore avec le fait que c'est des choses un peu universelles qu'on ressent tous à des moments. Enfin, par exemple, cette histoire du quartier d'Orange, ou bien le fait d'attendre la réaction qu'on a face à l'attente de l'être aimé, qui sont des réactions qui, genre, un siècle avant ou maintenant, en fait, c'est toujours la même, juste on a d'autres moyens de... L'être aimé continue de manquer et on continuera de l'attendre, genre, par-delà... mais ce qui est amusant à observer dans le mall, c'est qu'il y a des îlots de calme, des gens qui arrivent à trouver une sérénité et une paix vraiment très intense au milieu de toute cette agitation et de ces lumières. Les gardiens qui ont l'air d'être des grands sages, des lecteurs comme ça, au milieu des trains qui passent. C'est drôle à observer. Et pourquoi c'est ton chapitre préféré du... Je sais pas. Comme ça, ce chapitre, il m'avait drôlement marqué. J'avais vraiment une vision très nette de plein d'amis qui étaient autour d'une table avec une nappe blanche, fin de soirée, fin de repas. Et je sais pas pourquoi je voyais un truc plutôt 19e à la Jane Austen. Et je m'étais mis dans ce décor-là. Moi, j'étais à la place de l'homme. Et ma femme, à qui j'avais offert l'orange. Enfin, je sais pas, c'était un chapitre qui était plus imagé que d'autres. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai envie de peindre, des belles oranges bien oranges. Parce que pour moi, c'est... Mais c'est un truc que t'as déjà vécu. Enfin, c'est une sensation que t'as déjà éprouvée et que le livre a mis des mots dessus. Oui. Mais ce petit gâteau ou je sais pas quoi que t'avais posé à la place de... Ah oui, j'avais un amoureux il y a quelques années. Et il y a quelque chose que je m'amusais à faire pour essayer de retenir son attention avant de lui parler. C'est que il y avait un gâteau que j'aimais bien, une espèce de petit Ferrero blanc qui s'appelle des Raffaello. Et je posais ça à sa place. Enfin, c'était pas tout le temps des Raffaello, mais c'était comme des petites offrandes. Et à sa place, je mettais toujours des friandises. À sa place d'atelier. Pardon, excuse-moi. Et à chaque fois, quelques jours plus tard, je retournais à sa place pour voir si la chose était toujours là, le bonbon était toujours là. Et j'avais retrouvé une fois le Raffaello piétiné par terre. Et j'avais trouvé ça, mais je savais que c'était pas fait exprès. Et je me suis dit, mais quel manque de délicatesse. Mais alors, c'est pas je vais du pas tout le volontaire. blâmer, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc bon, après... mais avant ça, j'avais essayé de retenir son attention par des petites choses comme ça, et de voir ce Raffaello comme ça piétiner par terre, j'appelais Solène, je lui disais mais c'est cruel. C'est cruel, alors que en fait c'est un petit gâteau comme tu sais t'as à côté de ta soucoupe pour le café, donc c'est un truc qui est chargé émotionnellement pour toi parce que tu fais une offrande, tu vas le poser à cet endroit-là précisément pour qu'il le trouve, et en fait l'autre il voit un petit gâteau
Et si il le fait tomber, il y fait pas attention, il marche dessus, oups, j'ai écrasé le gâteau, bon tant pis, je sais pas ce qu'il faisait là, et puis terminé. Et donc, Mais il y avait nous, des on choses est là- différentes tous les Ouais. jours. Et nous, on est là à réfléchir, tu sais, à te dire que le sens c'est évident, forcément, que cette personne va voir le petit gâteau et qu'elle va se dire « Oh, quelqu'un a déposé un petit gâteau sur ma chaise. Quelle gentillesse, c'est incroyable. Qui est cette personne? Y aura-t-il un détail de plus demain ?» Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Souvent, il y a un petit gâteau, au mieux, cette personne le mange, et au pire, elle le fait tomber, elle le piétine. Et c'est aussi parce que t'as cette manière de faire des cadeaux. Quand t'offres pas de Raffaello ou que t'offres pas de fleurs à quelqu'un, t'es jamais face au T'es jamais problème déçu. du piétinement. Et là, quand tu fais des petits cadeaux, Des tentatives, évidemment, ouais. quand ils sont pas pris à leur hauteur de cadeaux, enfin d'offrandes, de dons, et qu'ils finissent dans un état comme beaucoup de choses finissent, forcément, ça ressemble à un truc maudit, alors qu'en fait, c'est juste une petite chose, mais dès que tu places ton attention dessus, ça devient énorme. Parce que pour nous, c'est symbolique, des choses comme ça. Tu vois, ça nous sert... et cette image, après, elle te permet d'exprimer, ou en tout cas de concrétiser un sentiment, quoi. C'est une allégorie d'un sentiment éprouvé. Donc c'est pratique parce que c'est facile à sortir de soi. Cette petite douleur, ce petit pic du Raffaello écrasé, si après t'en fais une image, tu la peins, que n'importe qui peut le regarder et se faire son propre scénario sur le Raffaello écrasé, c'est bon quoi. On est libre, t'es libéré, t'as proposé ton Raffaello au monde et le monde en fait ce qu'il veut et nous on est juste libérés du Raffaello écrasé. Fallait aussi bien connaître ce genre de situation. Bah moi c'est pour ça que je dessine aussi. C'est parce que sinon trop de petites choses comme ça finit par déborder, je sais pas quoi en faire et si je fais pas un dessin avec, enfin en tout cas j'ai trouvé le dessin comme manière de fabriquer un objet avec des émotions qui me submergent quoi. Et ça fait que une fois que ça entre guillemets tombe dans le domaine public, tu vois, une fois que genre le dessin que j'ai fait peut faire sa propre histoire tout seul en étant face à tous les yeux qui vont la regarder, toutes les consciences différentes et tous les gens qui ont des histoires différentes, moi je me sens libérée d'un poids quoi. Je me dis c'est bon, ce truc là j'ai fabriqué quelque chose avec mon fort intérieur quoi. C'est un peu les fleurs du mal quelque part. Voilà quoi. Et ouais, pour ça qu'on est artiste. C'est parce que quand ça déborde, faut trouver un moyen de faire quelque chose quoi. Sinon c'est trop. Faut filtrer. Ouais. Qui en a rencontré d'autres? Des fleuristes. Beaucoup de tulipes dans le mall. Il y a un étage de hollandais. Moi je cherche désespérément du mimosa, mais j'en ai pas trouvé. Parce que je crois que le gros soleil du mall, il suffit pas à faire pousser le mimosa. Parce que le mimosa se fait comme plein de petits soleils et peut-être que ça ferait de l'ombre au grand soleil du mall, je sais pas, mais en tout cas... pourtant c'est la saison, hein, mais j'en ai pas trouvé. Il y a plein de choses qui poussent dans le mall, mais... Il y a des salles de nature. Ouais, il y a des endroits. Ouais, de culture, de fleurs, de légumes. Faut bien se nourrir. Et il y a une salle avec plein d'orangers. Mm. Mais dans le mall, tout ce qui pousse, tout ce qui est cultivé, c'est sous verre. Bah de toute façon, oui, c'est enfermé quoi, à un moment ou à un autre. C'est ce qu'il y a de plus inaccessible en tout cas. Les fruits, les légumes et les fleurs. Il faut être sous de bons augures avec ceux qui les vendent. Même s'il n'y a pas une notion de prix, il y a une notion d'estime qu'il y a entre les personnes qui donnent accès à des produits. Donc si le fleuriste t'aime pas, tu les auras pas t'aimer Ouais. ça. Et si t'as le malheur un jour de piétiner une fleur, c'est signe de mauvais augure, c'est ce qu'on nous a expliqué. Ah, je me rappelle de cette histoire, c'est... Une fois, j'avais accueilli un bouquet dans la rue. Moi, c'était pas un bouquet, mais il y avait des fleurs et je les avais arrachées. Et je les avais offerts à quelqu'un avec qui j'étais en soirée. Et puis il part devant, il rentre dans un ascenseur. Moi, je suis 5 minutes plus tard. Et je retrouve les fleurs complètement piétinées par terre. Et c'est une vision qui m'a jamais quittée. Et pour moi, c'est la vision du rejet amoureux des fleurs qui sont par terre. C'est pour ça que j'ai décidé des années plus tard, après avoir longtemps eu cette image en tête, cette image que j'ai soigneusement notée dans un carnet, que j'ai même répété plusieurs fois pour pas l'oublier, j'ai décidé de la peindre et ces fleurs c'était des tulipes. Et les pieds, bon, c'était des Santiago. Et pareil, il y a des choses comme ça au mall, les gens sont très superstitieux. C'est comme dans ce film de Gus Van Sant, il y a un personnage qui est très superstitieux et il déteste qu'on mette un chapeau sur le lit.
c'est signe de malheur, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose de grave. Et pareil, les gens du mall, vu qu'ils sont dans une structure quand même close, ils développent comme ça des tocs, des croyances vraiment très, très ancrées, quoi. Comme ce que m'a raconté mon père tout à l'heure. Il disait qu'il était en voyage un jour et qu'il avait pris un homme en stop. Et donc au début, ils discutaient et ils avaient une discussion tout à fait normale et cohérente. Tout à fait normale. Ils parlent de, je sais pas, du pays, de l'ambiance, de toutes sortes de choses. Et puis ils en arrivent à parler d'un président. Et là, l'homme lui dit, lui fait comprendre que ce président-là, il est pas comme les autres parce que il est né comme de la cuisse ou de la côte de Jupiter. Qu'en gros, il est pas né comme tout le monde, il est né d'un autre procédé. Et il n'en démord pas. Et à ce moment-là, mon père se rend compte que cet homme-là est... et c'est comme ça qu'il nous l'a dit. Il a dit, il avait vraiment un pied dans notre réalité et un pied dans sa réalité, et impossible de le faire passer d'un côté ou de l'autre parce qu'il était cohérent sur la plupart de ce qu'il disait, sauf à certains moments où tu sentais qu'il était hyper habité par des croyances et que c'était impossible de lui faire changer d'avis et de lui faire entendre raison, entre guillemets, que cet homme-là était forcément né d'un père et d'une mère. Et donc il s'est dit, bon bah oui, c'est marrant, en fait, cet autostoppeur est vraiment entre deux réalités. Bienvenue dans ces réalités entre nous. Ah, ça se fout de ma gueule. Gratos. Énorme. C'est vraiment ce que mon père nous a raconté tout à l'heure. Et il disait vraiment un pied dans une réalité, un pied dans l'autre. Je suis là, wow, incroyable. C'est allô Rémi Koons. On a un scoop pour toi. Mais c'est trop bien, Mais c'est horrible ton histoire de fleurs, là. C'est une vision comme ça qui m'a... Super triste. Super triste. Super triste. Qui m'a troublée. Mais c'était en soirée, et puis c'était une déclaration légère, quoi. On était tous alcoolisés, c'était pas... Mais c'était important, enfin il y avait de l'enjeu. À qui non, il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu, mais c'est juste de les voir par terre piétiner dans l'ascenseur avec cette lumière artificielle. C'est dur, quoi. C'est une image qui est dure, qui est violente. Ouais, ça cassait. Et puis j'étais avec 2 autres amis, du coup je voyais les pieds, les fleurs écrasées, et puis c'est quelque chose que j'ai comme ça pris en photo avec mon esprit, et ça m'a jamais quitté. Pour moi, c'était le rejet amoureux. Les fleurs par terre. Et t'as une image de ça ? Tu disais que tu l'avais peint... Oui, je l'ai peint récemment à l'atelier. Donc c'est un format moyen, format... Ah oui, c'est grand. Tout petit, oui. Petit. C'est 40 x 50. Ah, ok. Ouais, un truc. Je pensais que c'était plus petit. Je l'ai peint à l'huile et j'ai pris comme modèle... j'ai recréé la scène. Du coup, je me suis mis en scène avec mes Santiago et j'ai balancé des fleurs que j'avais chez moi. J'aime beaucoup les tulipes. Et j'ai recréé une mise en scène. J'ai décidé de peindre ça. Et puis... il y a comme ça une peinture avec un fond de graffiti et des petits 2 jambes qui sont coupées au niveau en dessous du genou et des fleurs. Et pour moi, c'est... je sais pas encore comment l'appeler. Ah, si, je lui avais donné un titre. J'avais appelé ça Sans retour. Parce que je voulais pas appeler ça le rejet ou que ça soit trop explicite ou que ça parle trop facilement d'amour. Du coup, je l'ai appelé Sans retour. Bon, c'est comme ça que je procède parfois pour des peintures, pas à chaque fois, mais... il y a souvent une image que j'ai envie de peindre, donc je vais demander à des amis ou je vais me mettre en scène, et puis ça va créer d'autres images. Et de fil en aiguille, comme relation de cause à effet, il y a une image qui va en créer une autre, qui va me faire penser à quelque chose. Je vais faire une image et il y a quelque chose qui va apparaître, un personnage qui va avoir une stature de rocher ou quelque chose, et ça va me faire penser à quelque chose d'autre. La mer, la nuit, il y a des fonds comme ça qui apparaissent, et puis je me dis, ça va me faire penser à ce moment-là où j'étais à la mer et j'avais rencontré cette personne. Enfin, je sais jamais trop à l'avance ce que je vais faire. Donc ça part comme ça de sensations, de souvenirs. Dis-moi le titre. Sans retour. Sans retour, oui. Sans retour. Il y a un carnet comme ça où je note tous les titres. J'avais trouvé celui-ci plutôt bien. Ouais, je valide. Je crois qu'on va avoir un épisode qui va s'appeler Sans retour. C'est trop stylé. C'était un épisode de Réalité entre deux. Un podcast proposé par Rémi Koons. Présenté par Marc. Avec les voix et récits de Louise Dewey,
Marion Kraft, Solène Rigaud et Tatiana Vegi. Soutien technique de Vagram Agami et du Studio du Moulin. Et si d'une manière ou d'une autre, vous sentez une proximité étrange entre deux mondes, entre deux réalités, et que ces réalités entre deux vous parlent, alors écrivez-nous à l'adresse réalitéentredeux@gmail.com au pluriel et en toutes lettres. Et puis on verra bien. Peut-être que toutes ces réalités nous mèneront quelque part. Je l'espère. À bientôt, Marc. À bientôt. Et merci d'avoir été là.